y voilà. Enfin. Tiens, tiens, installe-toi, pose tes affaires où tu veux. Ma mère doit pas être bien loin. Elle va en faire une drôle de tête en me voyant. Depuis le temps, elle devait croire que je les avais complètement oubliés. Moi, l'enfant ingrat. Maman! Papa! Claire! Y a-t-il âme qui vive en cette vaste demeure? Quelqu'un daignerait-il accueillir comme il se doit le fils prodigue enfin de retour? Je suis littéralement frigorifié, pas toi? Ça va, merci. J'aime bien le froid. Je le supporte plutôt bien. Elle doit être dans la chambre de mon père, à l'étage. Elle n'entend probablement pas. Je ne te l'ai pas dit avant, pour ne pas te mettre mal à l'aise, mais mon père est malade. Gravement malade. Une saloperie qui le ronge depuis plusieurs mois et le rend de plus en plus dépendant des soins qu'il lui administre, avec une patience d'ange, de vraie sainte, toutes les deux, disponibles à chaque instant, toujours au chevet du pater familial. Tu n'imagines pas comme c'est difficile de vivre auprès de ces saintes dévouées. Leur perfection et leur bonté ostensible me sont insupportables. En fait, je crois que je préfère les petits démons de ton genre. Oh, j'aime la chaleur de l'enfer. Les corps moites et brûlants. Tu veux voir quelque chose? Il doit bien avoir un resté de café quelque part. Un verre d'eau? Ça m'ira très bien, merci. Madame est sobre, à ce que je vois. Tu es vraiment une fille particulière, toi. Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu t'énerver, ni même hausser le ton ou revendiquer quoi que ce soit. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une critique, aucune saute d'humeur. Une femme irréprochable en quelque sorte. Ainsi donc, elle existe. Ce n'est pas un mythe. Aurais-je enfin rencontré la femme modèle, l'unique, la femme de ma vie? Et saine de corps et d'esprit par-dessus le marché, surtout de corps d'ailleurs. Tu es toujours comme ça ou c'est un privilège que tu me réserves? Je ne cherche pas à être une femme parfaite. J'ai pas l'esprit de contradiction, voilà tout. C'est moi qu'on puisse dire, hein, ce sont tes parents qui doivent être heureux et fiers d'avoir une fille comme toi. Ah oui, je pense qu'ils le sont. Enfin, j'espère. On ce n'est pas comme les miens. Moi, je suis le rebelle de la famille. Enfin, ça, c'est ma version. Ma sœur te dirait plutôt l'emmerdeur de la famille. Mais il en faut bien, non? Il paraît qu'il y en a un de toutes les familles qui se respectent. Alors moi, j'essaie de tenir mon rang du mieux que je peux. Et je te jure que je m'y applique. Hein. Chaque semaine, je progresse un peu. J'essaie de trouver de nouveaux moyens d'agacer le monde, de parfaire mon image. Et ça t'amuse? Parfois, mais c'est surtout une manière que j'ai trouvé d'échapper à la sinistrose ambiante. À vrai dire, mon seul caractère me protège contre toute éventuelle contamination par la médiocrité de mes piètres contemporains. Et puis je déteste m'ennuyer. La vie, elle est trop courte. Alors j'emmerde le monde. Ça m'occupe. Et toi, tu as des frères ou des sœurs? Tu ne me parles jamais de ta famille? Non, je suis fille unique. Oh, Vénarde! Oh, tu ne connais pas ta chance. Allez, à ta santé, jolie jeune fille, demoiselle parfaite et bien heureuse. À ta santé, jeune rebelle idéaliste. Et à nous surtout. Oui, c'est ça, à nous. Ça fait combien de jours exactement? 12 si je ne me trompe pas. C'est bien ça. 12 jours qu'on s'est rencontrés. 12 jours de bonheur intense et de plaisir extrême. Ah. Surtout de plaisir extrême, pas vrai? Bon, je te préviens, c'est presque mon record. J'ai, paraît-il, du mal à m'attacher aux personnes du sexe opposé. Enfin, c'est ce que prétendent les mauvaises langues ou les éconduites éplorées.
Ah, si on m'avait dit qu'un soir, une femme me fera le coup de la panne. Mais tu as tout de même eu de la chance. J'aurais pu ne pas te voir. Au cœur d'une nuit pluvieuse et hivernale, une frêle silhouette errait dans la triste plaine. Perdue dans un non-style campus universitaire, vaste désert de béton, elle cherchait désespérément de l'aide. Certes, ce n'était qu'une pauvre conductrice, lâchement trahie par son ingrate de chevaux. Mais le danger était réel. Elle ne s'en doutait pas, car de multiples pièges la menaçaient de toutes parts. Mais voilà, alors que la fatalité s'apprêtait à s'abattre cruellement sur elle, je surgis au volant de ma puissante voiture et je la sauvais, tel un preux chevalier sauvant sa dulcinée. Oh, quelle merveilleuse aventure, n'est-ce pas? Du romantisme moderne à l'état pur. J'en connais qui jadis en auraient fait un poème épique ou une tragicomédie. Tu me dois une fière chandelle, en fait. Car si je n'étais pas passé par là, ça aurait pu mal tourner pour toi, ma petite. Ah, si, je t'assure. Imagine un peu les gros titres des journaux du lendemain. Une conductrice torturée et massacrée par les spectres du corpus. Ou encore une conductrice malheureuse, violée puis éventrée par un sadique pervers. Il faut bien l'admettre. Je suis ton héros, ton sauveur. Je t'ai tout bonnement sauvé la vie, ne t'en déplaise. Et je te prie de ne jamais l'oublier. J'essaierai, c'est promis. Disons que, à défaut de savoir dépanner ma voiture, tu m'as au moins évité une angine en m'ouvrant ta portière et en m'accueillant dans l'habitacle de ta Renault 5. Avec beaucoup d'imagination, on peut en effet estimer que tu m'as sauvé la vie. Après tout, si ça te fait plaisir, j'avoue que j'avais pas vraiment envisagé les choses sous cet angle. Je voudrais surtout pas te contrarier. Et depuis ce jour-là, nous sommes inséparables. C'est-il pas une histoire émouvante, pas vrai? Allez, pour la peine, je te sers un autre verre. Et trinquons à notre grande et magnifique histoire, où comment une pauvre deux chevaux agonisante a fait se rencontrer deux êtres qui étaient faits l'un pour l'autre. Parce que c'était elle, parce que c'était moi. L'eau minérale te met en verre, va ce que je vois. Et vie en grand cru, millésimé 1985, mise en bouteille au domaine. Oh la compagnie, douce mère, sœur Claire, je suis arrivé. Paul Ier, grand souverain de la dynastie des Robertins, seule progéniture mâle de son Altesse et de sa descendance Jean, est de retour au domaine. Et sachez qu'il est accompagné de sa nouvelle prétendante, la princesse Solange. Qu'on se le dise, venez, n'ayez crainte, venez découvrir l'une des plus belles créatures que le monde ait jamais engendrées. Mais qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Tu deviens fou. Tu sais bien que ton père... Tu sais bien que ton père se repose. Tiens, tu n'es pas seule. Bonjour, madame. Mademoiselle, Bonjour madame, enchantée. j'ai l'immense honneur et privilège de te présenter Mademoiselle Chemelin, plus communément appelée Solange, néo-rescapée d'une terrible avarie mécanique qui aurait pu lui coûter la vie. Mais la bravoure de ton héros de fils l'a sauvée. Je suis arrivé, et le pire, je lui ai évité. Tu peux vraiment être fier de ta progéniture. Rien que ça. Décidément, ta modestie m'étonnera toujours, mon chéri. Enchantée, Solange. Vous permettez que je vous appelle Solange? Oh bien sûr madame. Anne-Marie, s'il vous plaît. Surtout pas, madame. Quand on m'appelle madame, je me sens vieille, déjà que... Allons, ma mounette, pas de coquetterie. Tu restes une éternelle jeune fille. M'accordez-vous cette dent, gente dame? Toujours aussi drôle, frérot. Ta prédisposition à l'humour est vraiment fascinante. Tu pourrais presque faire carrière. Mais il faudrait voir enrichir ton panel de gags. Tu te répètes un peu, ça devient lassant à force. Claire, ne commence pas, s'il te plaît. Nous avons une invitée, Solange, une amie de Paul. Solange, voici Claire, ma fille, la cadette de la famille. Ami ou pas, papa Taton, il réclame ses comprimés de morphine. Sa douleur vient de le reprendre. Excuse-moi de casser ton effet, frérot, mais je te rappelle qu'il existe dans cette maison quelques contraintes qui certes ne te concernent pas, mais auxquelles nous sommes, nous, confrontés au quotidien.
ton éternel dévouement sauvera l'humanité de sa perte. Merci, très sainte Claire. Merci, sœur de tous les démunis. Que la grâce soit avec toi et avec ton esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Quand je te disais que je viens être sainte. Bonjour, je suis Solange. Solange Chemla. Oh, je suis désolée si je dérange. Je ne savais pas que... Vous ne savez pas que notre père est malade. Paul ne vous l'avait pas dit. C'est un détail pour lui. Peut-être l'avait-il lui-même oublié. Ce n'est pas son problème. En fait, les autres n'ont jamais été son problème. Il est bien trop occupé à prendre soin de sa propre personne. Mais je ne devais pas enquiquiner tout le monde avec la maladie de papa. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner sous prétexte que notre père est malade. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Que j'informe l'univers tout entier de l'état de papa? Et alors? Ça changera quoi, tu peux me le dire? Ça nous permettra d'aller mieux, de guérir. On pourrait aussi faire imprimer des faire-part officiels en lettres gothiques pour les distribuer à tout le quartier tant qu'on y est. Qu'est-ce que tu en penses? Avis à la population. Monsieur Jean Robertin est atteint d'une maladie incurable. Priez pour lui, priez pour le salut de son âme. À moi qui ne faille plutôt prier pour toi, Sainte Claire toute dévouée, fille sacrifiée, aide-soignante et infirmière miséricordieuse, cuisinière martyre. C'est toi qu'il faudrait plaindre, n'est-ce pas? C'est ça que tu attends, que le monde entier te plaigne. Tais-toi. Tu m'écœures. Ton cynisme me dégoûte. Comment peux-tu rire de ce qui arrive à papa? Mais parce que ça change quoi d'en pleurer, hein? Tu penses que tes larmes, que la triste mine que tu te trimbales partout, tout le temps, que tu l'infliges à lui, le malade, chaque matin, chaque jour, chaque soir, tu penses que ça va l'aider? Tu penses que ça va changer les choses? Tu penses que c'est ta pitié qui va l'aider à mourir? Ce n'est certainement pas toi qui pourras lui être d'un quelconque secours. Tu brilles par ton absence et ton indifférence. Mais j'avais oublié, monsieur est professeur. Il est très occupé. Les cours, les corrections de copies, les réunions, les conseils de classe, les nouveaux collègues à prendre en charge. Et en plus, monsieur prépare une thèse de doctorat. C'est du sérieux. Ça fait 15 ans. 15 ans qu'il la prépare. 15 ans qu'il passe sa vie dans les bibliothèques, qui se planque derrière ses bouquins, qui se protège. Mais peu importe, il ne faut surtout pas déranger le grand érudit qui prépare la thèse du siècle. Et pendant que tu cherches, que tu penses, moi, je tremballe ma triste mine, ma pitié. Qu'est-ce que tu veux? Chacun fait selon ses possibilités. Je n'ai pas tes capacités d'abstraction. Excusez-moi, mais je vais vous laisser. Je crois que... Ah non, non, certainement pas, tu es venu pour le week-end, et tu vas rester. Tu es mon invité. Non, vraiment, Paul, je reviendrai, mais une autre fois. Là, ce n'est vraiment pas le moment. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, de discuter... Non, 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 pas question, non et non, tu restes. Cette vie dont mon père a besoin, de rire, de nouveaux mouvements, de rire, pas de rengaine larmoyante et de compassion. Il sera ravi de faire ta connaissance, j'en suis certain. Il a toujours apprécié mes petites amies. Il ne pourra qu'être sensible à ta désormais légendaire perfection. Mon père est un type extra. Je l'aime beaucoup, quoi qu'en dise ma chère sœur. Et je suis sûr que toi aussi, tu vas l'aimer. L'incident est clos. Voilà. Il a pris ses 2 comprimés. Il devrait bientôt dormir. Il faudrait quand même que le docteur se décide à augmenter les doses ou à changer le traitement. Je lui en parlerai la prochaine fois. On doit le revoir mardi matin. Alors Solange, dites-nous un peu. Vous êtes aussi professeur? Oh non, pas du tout. Je suis historienne. Chercheuse, mais je ne dépends pas de la même université que Paul. En fait, je viens de Paris où je travaille au CNRS. Parfait. Parfait. Et sur quoi travaillez-vous? Je m'intéresse à l'histoire contemporaine. La Seconde Guerre mondiale.
L'année 1942 en particulier, je suis venue dans la région pour consulter des archives, pour avoir accès à des registres, à des documents encore méconnus. Mais comme le disait Paul, ma vieille de chevaux m'a lâché sur le campus. Et c'est là que vous avez croisé la route de mon frère, votre sauveur, le séducteur de toutes ces dames. Exactement, petite sœur. Tu vois, moi aussi, je sais me rendre utile en aidant les miséreux. J'ai eu pitié de cette jeune et jolie femme qui implorait de l'aide et qui grelottait sous une pluie battante. Alors, je l'ai accueillie dans ma belle et confortable voiture. Je lui ai offert écoute, chaleur et réconfort. Nous avons discuté et nous nous sommes découverts des affinités particulières. Tu vois ce que je veux dire? Me restait donc plus qu'à l'inviter à passer le week-end à la maison pour vous la présenter officiellement, et c'est maintenant chose faite. D'où cette visite impromptue et inespérée. Exactement, petite sœur, tu vois, tu comprends tout très vite. Solange, vous voulez boire un café, un thé, quelque chose de chaud? Non, merci, j'ai déjà bu un verre d'eau. De l'eau, rien que de l'eau. Solange est une femme sobre, saine de corps et d'esprit. Une sorte d'ascète des temps modernes. Elle a tout pour vous plaire. Et vous verrez, elle réussira peut-être à me remettre dans le droit chemin. Elle sera mon ange gardien. Elle a du boulot alors. Bon courage, Solange. Oui, je crois qu'il va m'en falloir, en effet. Bon, assez perdu de temps, je vais me mettre à cuisiner. Mais je n'ai pas grand-chose, Paul aurait dû me prévenir de votre arrivée. Tarte aux chèvres, salade, ça vous va pour le dîner? Ça sera parfait. Tout est toujours parfait avec Solange. Ah, rien la satisfait. Promettez-lui une tarte et une salade et c'est l'extase. Allez, viens, ma douce princesse. Je vais te montrer notre chambre. Je prends tes affaires et nous allons nous installer dans notre repère d'amour. Et papa? Et quoi, papa? Tu ne vas pas le voir. Tu ne songes même pas à aller l'embrasser, lui dire bonjour. Il a entendu ta voix, tu sais. Mais maman a dit qu'il dormait, j'irai plus tard. Bien évidemment. Mais oui, ça sera mieux plus tard. Allez vous installer, laissez-moi préparer le repas. Je vous appellerai quand ça sera prêt. Claire, tu veux bien me trier la salade, s'il te plaît? Les nouveaux, s'il te plaît. Vous voyez, Solange, ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas pris mon repas en famille. Grâce à vous, je suis sorti de mon lit. Je me suis taillé la barbe. Je me suis habillé. J'ai quitté ma chambre. Et j'ai pu profiter d'un agréable moment. J'en suis ravie. C'était très bon, Anne-Marie. Encore une part de gâteau? Tenez, la dernière, elle est toute petite. Non, merci, je n'ai vraiment plus faim. Bon, alors je me dévoue, hein. Mais ce sera mon dernier sacrifice de la journée. Il ne faudrait tout de même pas abuser de mon abnégation. Tu noteras une fois encore que je vole à ton secours, ma chère. Vous travailliez avant? Avant, Enfin, je veux dire avant...
Avant mon cancer, non. Je venais tout juste de prendre ma retraite. Paul vous a peut-être dit que j'étais médecin généraliste. De famille, disait-on autrefois. Et j'en ai suivi des familles. Vous pouvez me croire. Et voilà, le médecin part à la retraite et se retrouve aussitôt malade à son tour. Ironie du sort, non? Vous ne trouvez pas? Cancer des poumons, avec métastase et tout le tralala. Quitte à se faire remarquer, autant le faire de son mieux. Papa! Quoi, papa? Ça te dérange que je parle comme ça de ma maladie? Ça te fait peur? C'est quoi? C'est le mot cancer qui te gêne? Pourtant, faut bien appeler un chat un chat. Non, mais je ne suis pas sûre que ça intéresse beaucoup Solange. C'est pourtant très intéressant le fonctionnement de la maladie. Le cancer est une mécanique redoutable, infaillible, vraiment, hein, et qui mérite toute notre admiration. D'ailleurs, je lève mon verre au talent et à l'inventivité du cancer. Arrête, Jean, s'il te plaît, ça n'amuse personne. Mais qui parle de s'amuser? Vous avez envie de vous amuser, vous? Dites-moi, Solange. Souhaitez-vous vous amuser? Non, non, ça va, merci. Elle ne vous intéresse pas, mon histoire de cancer? Dites-moi franchement. Si. Eh bien moi, elle m'emmerde ton histoire, papa. On la connaît par cœur. Elle m'emmerde ta tumeur. Elle m'emmerde tes métastases. Elle m'emmerde ta chimio. Elle m'emmerde ta douleur. Elle m'emmerde aussi tes insomnies. Ça fait maintenant des semaines et des mois que tout tourne autour de ça, de toi. Et moi, je n'en peux plus. On ne pourrait pas parler d'autre chose, non? Tu as raison, fiston. Parlons d'autre chose. Alors, comme ça, Solange, vous faites de la recherche? Oui, en histoire contemporaine, pour le CNRS. J'écris aussi quelques articles dans des revues spécialisées. Et que cherchez-vous? Je travaille sur l'année 1942, en France. Je m'intéresse aux relations franco-allemandes pendant l'occupation. C'est un sujet bien grave. Pour quelqu'un de jeune comme vous. L'année 42. De bien mauvais souvenirs. J'avais 20 ans. À peine. Non. 21, mon cher. Tu avais 21 ans. 20, je te dis. Non, 21. Tu venais d'avoir 23 lorsque je t'ai rencontré. Nous nous sommes connus en mai 44, donc tu avais 21 ans en 1942. Si tu le dis, je n'ai jamais été un bon comptable. Tu le sais bien. Et moi, je suis arrivé sur cette terre en 1947, le 18 mars exactement, pour le plus grand bonheur de mes chers parents éblouis. Pas vrai? Et toi, Solange, tu es de quelle année? De 42, justement. Du 6 janvier 42. Je suis donc plus âgé que toi. De 5 ans. Mais tu ne les fais pas du tout, mon chou. Oh, tu as un vrai teint de pêche, une peau si douce, si tendre, à faire pâlir d'envie un nourrisson, on te croquerait presque. Et vous, Claire? Claire Robertin, née le 11 mai 1956 à 11h15, clinique des oiseaux à Paris, dans le 15e arrondissement. 3 kg 550, 48 cm. Ça vous va? Claire, qu'est-ce qui te prend encore? En fait, je crois que je commence à comprendre. À comprendre quoi? Pourquoi tu es toujours célibataire à bientôt 30 ans? Paul, s'il te plaît, je ne te permets pas. Mais tu ne me permets pas quoi? De dire devant une invitée
que Claire est une vieille fille, et que son sale caractère, et que sa tristesse chronique ferait fuir n'importe quel puceau en manque. Paul, ça suffit maintenant. Tu dépasses tes bornes. Arrête immédiatement. Excuse-toi. Et pourquoi devrais-je m'excuser? Juste parce que mon père l'exige? Du haut de son inébranlable autorité? Ou parce qu'il est malade? C'est ça? Mais c'est fini ce temps-là, papa. Le temps où tu menais tout le monde à la baguette. Le temps où chacun exécutait tes ordres. Où l'on te respectait tous, toi, l'honorable médecin, le bon et généreux docteur Robertin. J'ai 38 ans, papa. Alors tu peux t'imaginer où je me la mets, ton autorité? Claire est devenue une vieille fille aigrie. Elle est aigrie parce que elle est dépendante de toi, de maman, de cette fichue maison. Et tu veux que je te dise, cette situation vous convient. Vous l'avez même fabriquée de toutes pièces, maman et toi. Et le comble, c'est que depuis que tu es malade, Claire a trouvé un sens à sa vie. Oui, parfaitement. S'occuper de toi, te soigner, compter tes comprimés, te les apporter, donne un sens à sa vie. Elle s'épanouirait presque à jouer la petite infirmière. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas pathétique, ça? C'est plus fort que toi. Il faut toujours que tu gâches tout. Solange, je suis désolée. Excusez-lui. Tiens, et vos parents? Si vous nous parliez un peu de vos parents. Je n'ai pas de parents. Ils sont morts depuis longtemps, quand j'étais toute petite. Je ne les ai pas vraiment connus, en fait. Excusez-moi, mais alors... Oh, mais je ne suis pas à plaindre, vous savez, j'ai été élevée par ma nourrice, une femme adorable, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Je peux même dire que j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Et Ça va très bien. vous avez des frères et des sœurs? Non, je suis fille unique. C'est une situation plutôt confortable, agréable, je dois le reconnaître. Mais pourquoi tu ne m'en avais jamais parlé? De quoi? Bah de tes parents, enfin des parents que tu n'as pas eus. Voilà, tu ne m'as jamais posé la moindre question. Tu ne m'as rien demandé, alors... Et puis à quoi bon? Je n'avais quand même pas tant kikiné avec ma pathétique histoire d'orpheline. En plus, c'était trop tôt. Cela était maladroit de ma part, j'ai jugé préférable d'attendre. Pourquoi pas des faire-part? Imprimés, en lettres gothiques tant qu'on y est. Je vais quand même pas en informer l'univers tout entier. Bravo! 1-0! La balle est dans ton camp. Je constate que madame a du répondant à ce que je vois, et ce n'est pas pour me déplaire. Et puis tu as raison, ma question est idiote et ça ne me regarde pas. Tu crois? Mais chacun sa vie, oui, chacun ses misères. Je te préviens, j'ai une conception très libérale du couple. J'avais cru le remarquer, en effet. Notre histoire est très récente, vous savez. On ne se connaît pas encore beaucoup, tous les deux. Mais il nous reste encore à nous découvrir mutuellement. C'est ce qui fait tout le piquant d'une relation, tu ne trouves pas? Oui, si tu le dis. Bon, j'irai bien me coucher, moi, là. La journée a été longue et rude. Mes élèves de 4e m'ont épuisé, des vrais petits cons, ces pauvres gosses. Faut toujours que tu sois grossier quand tu parles tes élèves. C'est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu veux? Contamination lexicale inévitable. Leur vocabulaire déteint sur le mien. Et si tu les connaissais, tu verrais qu'ils ne méritent pas mieux que ces qualificatifs. Des petits cons et des grandes gueules, voilà ce qu'ils sont. Et totalement incultes par-dessus le marché. Tiens, pas plus tard qu'hier, il y en a un qui m'a demandé si la Martine était une marque de voiture. Alors pourquoi continues-tu à enseigner s'ils te sont tellement insupportables? Mais pour gagner ma vie, être autonome, voler de mes propres ailes, petite sœur. Je n'ai pas l'intention de construire mon avenir chez papa, maman, moi. Et ta thèse? Quand comptes-tu la soutenir? On commence par ne plus trop y croire depuis le temps. Ne t'inquiète pas pour ça, ce sont mes affaires. T'as raison. Chacun ses misères. Et puis, je ne pourrais pas comprendre, n'est-ce pas? Je n'ai pas ton niveau d'études. En effet. Bon, je monte me coucher. Tu me fatigues avec tes remarques. Tu viens? Je ne suis pas très fatiguée. Je vais peut-être rester encore un peu. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, d'accord, fais ce que tu veux, tu connais le chemin. Premier étage, 3e porte à droite au fond du couloir. Bonne nuit la compagnie.
Demain sera un autre jour. Sa Majesté Paul Ier vous salue bien bas et vous bénit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, fiston. À demain. Allez, Jean, il est grand temps que nous montions nous aussi. Tu ne dois pas trop abuser. Tu as raison. Bonne nuit, ma Claire. Bonne nuit, Solange. J'espère que vous n'aurez pas froid. Tu as prévu des couvertures, n'est-ce pas? Mais oui, ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous ne devez pas être habitué à ce genre de dîner en famille, avec règlement de compte et autres réjouissances. En effet, l'absence de mes parents m'en a privé. Mais vous en manquez. À votre avis? En vérité, je crois que ce qui m'a le plus manqué, ce sont les souvenirs. Je n'ai aucun souvenir de mes parents. Juste une vieille photo en noir et blanc. C'est le seul témoignage que je possède et qui me prouve qu'ils ont réellement existé un jour, il y a bien longtemps. Qu'ils se sont aimés. Qu'ils m'ont tenu sur leurs genoux. Qu'ils ont été mes parents. Ça, je l'ai sur moi. Vous voulez la voir? Je ne voudrais pas... Mais si, ça me fait plaisir. Vous m'avez présenté vos parents. À moi de vous présenter les miens, juste autour des choses, non? Tenez. Je vous présente Edwige. Et Bernard Chemla. Sur cette photo, ils ont 25 ans. Et le bébé dans sa jolie robe, c'est moi, à 5 mois. En effet, ils sont jeunes. Ils ont l'air heureux. Surtout elle. Je veux dire, votre mère. Elle est très jolie. Certains disent que je lui ressemble. Enfin, vous savez, un air de famille. Le regard, paraît-il. À l'époque, ils étaient encore heureux, insouciants. Promis un bel avenir. Et vous? Vous avez déjà vu des photos de vos parents quand ils étaient jeunes? Quelques-unes, parfois. Mais mon père n'aime pas les reliques du passé. C'est le mot qu'il emploie généralement. Il a tendance à se débarrasser de tout, à tout jeter. Il aime faire le vide. Il ne lui reste presque rien de sa jeunesse. Il nous a toujours expliqué qu'il faut aller de l'avant et que la nostalgie est l'ennemi redoutable du progrès et du bonheur. Il a des théories bizarres, mon père. Il est très arrêté. C'est parfois amusant, parfois agaçant. Ça dépend. Pourtant, il faut bien avoir une conscience de son passé pour pouvoir se projeter vers le futur. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, je veux dire que je trouve bizarre que votre père s'efforce d'oublier son passé. Comme si ce dernier l'encombrait. Moi, au contraire, je m'accroche à ce tout petit bout de passé. Parce que sans lui, j'ai l'impression que je ne pourrais pas avancer. C'est idiot, hein? Et ce cliché me rassure. Enfin, vous savez,
C'est comme un arbre, il lui faut de solides racines pour qu'il puisse s'élever, grandir, résister aux tempêtes. Moi, je n'ai que cette photo comme racine, alors... C'est une jolie métaphore. Alors comme ça, vous ne souhaitez pas quitter vos parents, ni la maison familiale. Oui, je sais. Cela peut paraître un peu ridicule à mon âge. Paul avait raison tout à l'heure. Je ne suis qu'une vieille fille aigrie. Mais ne vous inquiétez pas, la situation me convient. C'est un choix de ma part. Je me satisfais tout à fait de ma condition. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. D'ailleurs, ce sujet ne présente aucun intérêt. Mais si, dites-moi, ça ne doit pas être facile pour avoir une vie personnelle, enfin, Sentimentale? je veux dire... Sexuelle. Tout va très bien de ce côté-là, je vous rassure. Je me contente de garçons de passage, de liaisons éphémères, voilà tout. Quelques aventures pour l'hygiène. Je vous choque? Oh non, je peux comprendre. Éloigne-moi l'intention de vous juger. Les hommes me font peur. J'ai toujours l'impression qu'une fois installés, qu'une fois engagés dans la routine de vie de couple, ils changent. Ils révèlent forcément un autre visage moins glorieux. Alors je n'entretiens avec eux que des relations brèves, distantes et essentiellement physiques. Je m'évite ainsi des désillusions. Et pour tout dire, le plus souvent, les hommes sont les premiers à se lasser de moi et à me quitter. Je suis de celles qu'on quitte et je m'en accommode. En fait, vous ne chercheriez pas l'homme idéal par hasard. Parce qu'elle existe. Vous avez peut-être raison. Je dois inconsciemment rêver de l'homme parfait. Ça doit être mon côté jeune bourgeoise provinciale. Midinette en quête d'un amour absolu. Un homme qui ressemblerait à votre père, par exemple. N'exagérons pas. Passion à saveur incestueuse. Très peu pour moi. Mais c'est vrai que j'admire beaucoup papa. Je l'adore et je pense que c'est réciproque. Il est tout l'opposé de Paul. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Autant le père est généreux, discret, attentif aux autres, doux, autant le fils est cynique, égoïste, cabot. Cette dissemblance m'a toujours étonnée. Toute sa vie, papa, il était à l'écoute des autres, au service des autres, surtout de ses malades. Il n'était pas que leur médecin. Il était leur confident, leur ami, on pourrait presque dire leur confesseur pour certains. Il est la bonté même. Ce qui lui arrivait vraiment injuste. Cette saloperie de maladie. Pourquoi lui? Et pourquoi si tôt? Et le pire, c'est qu'il se s'est condamné. Il était de toute façon inutile à chercher à lui mentir. Il a compris tout de suite la gravité de son état. Avant tout le monde. Il dit qu'il y a des symptômes qui ne trompent pas. D'après les spécialistes, c'est une question de semaines, de mois tout au plus. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il va mourir. Vous savez, on ne se fait jamais l'idée de la mort de ses parents. Même quand ils sont morts depuis longtemps. Tenez-moi par exemple. Chaque matin, je dois de nouveau en apprivoiser l'idée. J'ouvre les yeux et je me dis... Tes parents sont morts, Solange, n'oublie pas. Tes parents sont morts. Tu es orpheline, de père et de mère. Vous verrez, c'est terrible, mais on ne s'y fait pas. J'arrive. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui vous a séduite chez Paul? Vous semblez tellement différents l'un de l'autre. Là est peut-être l'explication. Il est ma part d'ombre et je suis sa part de lumière. À moins que ce ne soit le contraire. Vous n'aimez vraiment pas votre frère? Si, bien sûr que je l'aime. Mais il reste une énigme pour moi. J'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à le cerner.
Je ne comprends pas son caractère, son fonctionnement, son détachement vis-à-vis de tout, sa dureté. On dirait que rien ne l'atteint, rien ne le touche. Il me fait penser à une bête sauvage qui ne voudrait pas se laisser apprivoiser. Un jeu, sans doute. Vous ne pensez pas? Alors, je dois jouer le rôle de la fille douce et dévouée, et lui celui du fils effronté et insensible. Chacun sa partition sur la scène du théâtre familial, en effet. C'est une manière de considérer les choses. Je vous fais un café. Un bon café à l'italienne. Avec plaisir, Claire. Va pour un café à l'italienne. Mais alors, vous m'accompagnez. Il est déjà tard et j'ai peur que cela m'empêche de dormir. Oh, allez, vous avez raison. J'en prends un. Vous êtes très jolie, Claire. Vieille fille, peut-être, mais très jolie. Arrêtez. Ne vous moquez pas de moi. Vous me déconcentrez et je ne sais plus de combien de cuillères de café j'ai versé. 2. Quoi? 2. Vous venez de verser 2 cuillères de café. Il ne vous reste donc qu'à tasser le tout. Comme ça. Versez de l'eau dans la partie inférieure de votre cafetière. Vissez ensuite avec précaution l'ensemble. Et voilà, le tour est joué. Quelle experte en café vous faites! Entre autres. Mais j'ai d'autres cordes à mon arc. D'autres talents cachés. Il suffit de faire preuve d'un minimum de curiosité pour les découvrir. Solange, je ne comprends pas. Je pensais que... Non, ne pensez pas, Claire. Ce n'est pas le moment. L'heure du crime. Hein?
Je te dis minuit 12. Enfin, 13 maintenant. L'heure du crime. Bon, ok, d'accord, fais ce que tu veux. Et moi, je retourne me coucher. Allez, bonne nuit. Je voulais te poser une question, Paul. Tu l'aimes, ton père? Quoi? Est-ce que tu aimes ton père? Si j'aime mon père, mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que je t'ai trouvé dur avec lui tout à l'heure à table. Mais ne te fais pas de soucis. Il est habitué à ce que je le redois, puis il me connaît. Et toi, tu le connais? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu affirmes que ton père te connaît. Et toi? Es-tu sûr de le connaître? Mais c'est pas bientôt fini cet interrogatoire? Oui, j'aime mon père comme n'importe quel fils aime son père. Et oui, je le connais comme n'importe quel fils connaît son père. Paraît-il. Comment ça, paraît-il? Bah, il paraît en effet que les enfants aiment et connaissent leurs parents. C'est en tout cas ce que tout le monde pense. Ce qu'on m'a appris. De ce qu'on me dit dans les livres. Bon, si tu ne vois pas d'inconvénient, on parlera de la représentation parentale dans la culture et la littérature occidentale demain matin. Je suis vraiment crevé là. C'est juste parce que j'ai été surprise par la manière dont tu as parlé à ton père. Bon alors, je te le répète une dernière fois, mais après tu me laisses aller me recoucher. Oui, j'aime mon père parce que c'est un type bien digne. Il a tout fait pour nous, pour ma mère, pour Claire, pour moi et même pour tous ces malades. Il nous a aimés, il nous a protégés, éduqués de son mieux. Monsieur mon père est un excellent père. Et j'admets que je ne suis pas toujours un excellent fils. Voilà, je fais mon mea culpa, je reconnais mes fautes, toutes mes fautes. Et je m'excuse si je t'ai choqué en me parlant un peu durement. Ça te va comme ça? C'est suffisant? Dis-moi, t'auras pas un peu trop bu d'eau déviant, toi, ce soir? J'ai l'impression que la propension à la charité de ma sœur est en train de te contaminer. Tu ne veux pas venir te coucher avec moi, plutôt? Donc, t'es un fils heureux. Oui, je suis tout ce qu'il y a de plus heureux. Surtout quand on ne me prend pas la tête à minuit passé qu'on me laisse aller dormir. T'as de la chance. Ça fait 43 ans que j'essaie de dormir. J'y arrive pas, y a rien à faire. C'est un peu comme si j'avais un poids, là. Un truc qui m'en empêcherait. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, pas vraiment. Là, le point, c'est plutôt toi. Mais tu deviens lourde avec tes histoires et tes questions. Mais tu vois, j'ai comme un besoin irrépressible de me délester de ce poids. Et minuit, justement, ça me semble une heure appropriée pour le faire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, Paul, tu ne t'es jamais demandé pourquoi je travaille sur l'année 1942? Ah bah non, pas vraiment. À vrai dire, je m'en fous royalement. Je suis habitué aux lubies des chercheurs. Il y en a bien qui passent leur vie à commenter les donc dans les textes de Proust ou la ponctuation dans les poèmes de Baudelaire. Alors pourquoi pas l'année 42? 1942, tu sais, c'est mon année de naissance. Oui, ok, tu l'as dit tout à l'heure, je suis né en 47. Je ne fais pas faire une thèse sur cette année-là pour autant. 42, la guerre, la France occupée. Oh, mais tu vas pas m'infliger un cours d'histoire en pleine nuit, par pitié. Mes parents avaient 25 ans, 42. Elle s'appelait Edwige. Il s'appelait Bernard. Ils habitaient avec leur fille au 25 rue de la Roquette à Paris, dans le 11e arrondissement. Un petit appartement qu'ils louaient au premier étage. Très bien, et alors? Et toi? Tu sais où il habitait ton père en 42? Moi, j'en ai pas la moindre idée. Il avait 21 ans, j'étais encore dans les limbes. À Paris, je suppose, où il faisait sa médecine. Rue de la Roquette, numéro 28, juste en face du 25, 3e étage de son immeuble. Et qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire, là? Que mon père et tes parents étaient voisins, c'est ça? Exactement. Bah, ravi de l'apprendre, bonne nouvelle. Et ils se connaissaient? Ton père connaissait mes parents, mais pas l'inverse. Relation à sens unique, en quelque sorte. Mais d'où tiens-tu ces informations? T'es flic ou quoi? Et pourquoi tu me racontes ça, là, maintenant? Tu veux en venir où, là, précisément? Je suis chercheur, Paul, ne l'oublie pas. Historienne et chercheur. Fille orpheline et chercheur. Alors je cherche, je fouille, je dépouille, j'exhume des documents, je recueille des témoignages, je constitue des dossiers. Et figure-toi que parfois, le chercheur, ça trouve. Et qu'est-ce que tu as trouvé?
Qu'est-ce que tu as trouvé? Une lettre, signée par ton père, par ce nom qui est aussi le tien, Robertin. Une lettre adressée à un certain Darquier de Pellepoix. Joli patronyme, n'est-ce pas? Et datée du 22 juin 1942. Oh, belle lettre en l'occurrence. Rédigée avec soin, style élégant, maîtrisé, irréprochable et d'une précision admirable. Écriture appliquée, qui va droit au but. Ça t'intéresserait de la lire? Tiens, lis. Tu pourras apprécier les talents épistolaires de ton jeune père. Mais comment peux-tu être sûr que... Aucun doute possible. Des années d'enquête, mon vieux. De confrontation de documents, de lecture de microfiches. C'est une certitude. Il s'agit bien de ton père, de sa signature. Et j'ai même eu le privilège d'avoir la lettre originale entre les mains. Alors le coup de lapin l'autre soir, c'était calculé. Sur le campus, là, tu avais tout préparé. Tu m'as attendu un piège, c'est ça? Et toutes ces soirées passées ensemble, toutes ces nuits. Espèce de salope, ordure. Ah non! Ne bouge pas! Maintenant, tu vas rester là. Tu vas te taire et tu vas m'écouter. Ça fait 12 jours que tu parles, que tu n'arrêtes pas de parler, de faire le coq, de parader, et que pendant ce temps, moi, je me tais. Ça fait surtout plus de 30 ans que j'attends le moment de dire ce que j'ai à dire, alors tu ne bouges pas et tu m'écoutes. Ton père habitait bien au 28, 3e étage, dans l'appartement que lui avaient loué ses parents, pour qu'il fasse ses études de médecine dans les meilleures conditions, dans la meilleure faculté. Mais ce n'est pas tant la médecine qui intéressait ton père que ce qui se déroulait chez les autres. Jean Robertin est le 16 décembre 1921 passé des heures entières à regarder ce qui se passait dans la rue, sur les trottoirs, dans les arrière-boutiques. Il dépensait tout son temps à scruter, avec la plus grande attention, les va-et-vient dans les appartements d'en face. Imagine-le donc là, debout, derrière les rideaux de sa fenêtre. Et peut-être même prenait-il en note tous les déplacements de tous ces gens qui vivaient là près de lui, des gens qui devaient lui sourire lorsqu'ils le croisaient, des pauvres gens qui devaient le saluer d'un amical signe de tête, des gens qui ne savaient pas, qui ne se doutaient pas, qui comme toi, comme moi, étaient innocents, n'avaient rien demandé à personne. Oh non. Oh, frappe! Vas-y, continue. Tu peux cogner. De toutes tes forces. Je me tairai pas. Et puis un jour, à force de patience et d'acharnement, ton père les a repérés. Lui, l'homme à l'imperméable. Elle, la jeune femme frêle, fragile, aux cheveux roux, bouclés. Et leur petite fille. Un bébé de quelques mois à peine. Il les a vus comme je devais les voir, moi aussi, des années plus tard sur cette photographie. Regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ensuite, celui qui deviendrait ton père, celui que plus tard tu appellerais tendrement papa, s'est mis à espionner régulièrement le couple et l'enfant, jour après jour, nuit après nuit, sans relâche, comme s'il avait eu un pressentiment. Il les a épiés, surveillés, pistés, jusqu'à ce qu'arrive enfin l'instant tant attendu, le moment inespéré. Oui, un soir de juin 42, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Avec ses jumelles, il a vu un petit morceau de tissu jaune posé sur le coin d'un meuble. Une étoile à 6 branches. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, avec jubilation, il a agencé les pièces du puzzle. Il a donné un sens aux faits et gestes qu'il s'était jusque-là contenté d'enregistrer. Mais quel fait, quel geste, je comprends rien à ton histoire. Ne m'interromps pas. Tu vas savoir. Ton père a compris pourquoi un inconnu était venu apporter à mes parents ce qui ressemblait à des passeports. Il a compris pourquoi cet inconnu avait reçu, en échange de ces documents, une liasse d'argent liquide. Bref, il a compris que mon père, ma mère et moi étions des juifs, de sales juifs qui venaient d'acheter au marché noir de faux papiers. Nous étions des juifs, donc forcément des fourbes, et de surcroît des juifs qui se préparaient à fuir en zone libre, ou peut-être même à l'étranger. Et pour lui, pour ton père, juif, ça voulait dire coupable, sous-homme, moins que rien, vermine à exterminer. Mais c'est impossible, jamais je n'ai entendu Je papa. ne crois quand même pas qu'il allait s'inventer. Effacer de sa mémoire ce qu'il a fait en 42. Gommer, cacher, ensevelir les reliques du passé. C'est bien le mot qu'il emploie, n'est-ce pas? Reliques.
Ton père a certainement mis toute son énergie à oublier, à étouffer l'affaire, à ne plus se souvenir de cette lettre de dénonciation qu'il avait envoyée à Dartier de Pellepoix, allié des occupants nazis, haute autorité du régime de Vichy. Ton père, ton papa adoré, a tout fait pour se construire un autre personnage, pour devenir quelqu'un de bien. Faut admettre qu'il a plutôt réussi. Pour tous, il est devenu le bon docteur Robertin, le respectable docteur Robertin. Un homme d'honneur, quoi. Et c'est pour trouver la réponse, pour savoir pourquoi il a écrit cette lettre, que tu nous as recherché, que tu m'as tendu un piège, que tu t'es glissé dans mon lit et que tu es ici chez nous aujourd'hui. Non, Paul. Je sais dorénavant qu'il est inutile que je cherche la réponse. Je suis ici pour que tu saches, uniquement pour cette raison, pour que tu saches à ton tour ce que je sais. J'en peux plus d'être la seule à savoir. Ça fait trop longtemps que je suis la seule à savoir. D'accord, il a écrit cette lettre. Et ensuite? Ensuite, la suite, tu la connais. Tout le monde la connaît. Elle est décrite dans les livres. Elle est reconstituée dans les films. Elle est consignée par les historiens. Parfois même racontée par ceux qui sont revenus de là-bas. Les quelques-uns qui ont survécu à leur exil vers l'innommable. Tu sais Compiègne, Drancy, Dachau, Paul-la-Rolande, Auschwitz. Ces noms te disent quelque chose, n'est-ce pas? S'il te plaît, Solange, dis-moi ce que tu sais, tout ce que tu sais. Maintenant, tu es obligé de me dire. Oui, je vais te dire. Je vais te raconter ce que mes recherches m'ont permis de trouver. Mais sache qu'alors tu ne pourras plus que haïr ton père. Exit l'homme brave, courageux. Exit le bon père de famille aimant. Bas le masque. Oui, je vais te dire. Tout te dire.
Et tu vois, depuis qu'elle m'a dit, depuis que je sais, depuis que j'ai vu cette photographie, depuis que j'ai lu cette putain de lettre, j'ai l'impression de savoir pourquoi je n'ai jamais compris mon père. J'ai l'impression de comprendre pourquoi l'image trop lisse, trop parfaite qui était la sienne, m'était insupportable. Et maintenant que je sais, j'imagine, je ne peux m'empêcher d'imaginer. Et qu'est-ce que tu imagines exactement? J'imagine la RAF, la police française, le vélodrome d'hiver, toutes ces victimes, leurs gémissements, leurs pleurs, leurs cris de détresse, leurs peurs. Mon père, notre père, il a collaboré à cette ignominie. Voilà tout ce que j'imagine. Tout ce que je suis maintenant condamné à imaginer sans cesse. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à imaginer. C'est lui. Lui, notre père. Ce salaud! Debout! Debout derrière sa fenêtre. Lui en train d'épier ses voisins. Lui en train d'écrire cette lettre. Lui encore en train de jouir du spectacle des rafles. Pourtant, il va bien falloir que je l'imagine. Oui, il va bien falloir. Et qu'est-ce que tu comptes faire à part imaginer? Rien. Rien de particulier. Ou plutôt si. Si je vais rester auprès de lui. Papa, mon père, mon cher papa. Je vais rester à tes côtés, pour le temps qu'il te reste à vivre. Et alors peut-être que j'arriverai à comprendre, peut-être que... Mais tu vois, c'est étrange. Mais maintenant que je sais ce que je sais, j'ai pitié de lui. Et je ressens bizarrement le besoin de l'accompagner. Je veux être là quand il mourra. Quand il prononcera ses derniers mots. Je veux entendre son dernier souffle. Et qui sait, il est possible qu'à ce moment-là... Alors moi, je m'en vais, Paul. Je ne veux pas le revoir. Ce serait trop dur. Si je venais de nouveau croiser son regard, je ne pourrais pas... Il me répugne. Je me dégoûte d'être sa fille. De porter son nom, de lui ressembler. Je m'en vais, Paul. Je largue les amarres. La vieille fille aigrie va disparaître du paysage. Il faut que je me dépêche. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas les revoir, ni l'un ni l'autre. Surtout pas maman. Non, non, pas maman. Si je viens la voir, je ne peux pas me taire. Et si elle vient à savoir, elle ne peut pas survivre à ça. Je le sais, je la connais. Elle ne pourrait pas survivre. Paul, s'il te plaît. Dis à Solange au revoir de ma part. Dis-le lui surtout. Dis-lui aussi que je lui en veux pas. Au contraire.
suis désolée, Paul, mais je ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Et je ne veux rien de précis. Mais ça faisait trop longtemps que je me trimballais cette douleur, ces images. Trop longtemps que mes nuits sans sommeil étaient hantées par les visages et les cris de ces fantômes, de ces suppliciés, de ces gazés, de tous ces morts, de tous ces bourreaux. Alors je suis juste venue pour te confier cette histoire, pour qu'à ton tour tu la prennes en charge. Je te lègue le goût amer de la barbarie. À toi de prendre le relais. À partir d'aujourd'hui, je veux plus penser à tout ça. Je passe à autre chose. Ah, j'ai envie de glisser dans ma poche d'autres photos avec d'autres visages. Et j'ai envie de raconter d'autres histoires. Mais comment peux-tu faire semblant à ce point? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pour que tu me mentes de la sorte? Pour que tu me trahisses? Je croyais en ton amour. Et c'est la haine que tu m'inoculais dans les veines. C'est vrai, mais au début. Au début seulement. Après, Et après? Après, j'ai aimé passer ces quelques jours avec toi. J'ai aimé tes pitreries, tu m'as fait rire. J'ai aimé ton insouciance, ta façon de vivre en ne te préoccupant que de l'instant présent. J'ai essayé de ne pas prendre de plaisir avec toi, mais j'ai pas toujours réussi à résister, j'avoue. Tu vois, Paul, toi aussi tu m'as piégé. Ton père va mourir. Il souffre. Il crache le sang, il a peur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te l'ai déjà dit, je ne veux rien. Ton père va mourir, et alors? Ça ne me réjouit pas plus que ça ne me peine. Dorénavant, pour moi, c'est un inconnu qui meurt. Ne crois pas que je cherche à me venger. Je te le répète, je suis seulement venue fermer une porte, t'en donner la clé. À toi d'en faire ce que bon te semble. Ça me regarde pas. Et tout comme je te lègue mes certitudes, je te cède aussi toutes les questions qui sont restées sans réponse. Parce que personne n'a su m'expliquer. Personne ne sait tout ce qui s'est passé. Il y a tant de questions qui demeurent. Mon père et ma mère ont-ils eu le temps de préparer quelques affaires avant de partir, de prendre une petite valise, un baluchon? Est-ce qu'ils ont été séparés et quand? Dès leur départ du Veldiv ou seulement à leur arrivée en enfer? Ont-ils été fusillés ou gazés? Ou sont-ils morts d'épuisement? Ou de terreur? Qui pourrait me dire, Paul? Qui pourrait répondre à ces questions? Arrête, je t'en prie. Arrête par Oh, pitié. ne me parle pas de pitié. Tout m'est pas de pitié. Je ne sais pas ce que c'est que la pitié. Ce mot n'a aucun sens. L'homme a-t-il jamais fait preuve de pitié? Ton père a-t-il eu pitié? Et Dieu, où est-elle donc sa pitié? Bon alors si tu n'as plus rien à rajouter, tu peux partir. Ta tâche est accomplie, pas vrai? Alors, disparais. Disparais, fous le camp de chez nous. Oh, je m'en vais, ne t'inquiète pas. Je te laisse la lettre. Et tout le reste. Tiens. Voici aussi la photo. Fais-en ce que tu veux. Ça ne m'appartient plus. Je te laisse aussi ce cliché de nous. Tu te souviens? Nous l'avons fait le premier jour au photomaton de la gare. Je l'avais gardé. Je le trouve beau. Nous avons l'air heureux. À propos, Paul, je suis pas historienne. Je suis pas chercheuse non plus. Je t'ai menti sur ce point. Je travaille pour une compagnie d'assurance. Je suis qu'une médiocre employée comptable qui roule en 2 chevaux. J'ai jamais écrit de thèse, j'ai jamais écrit le moindre article. Et tu sais, Paul, parmi tous les documents que j'ai eus entre les mains, j'ai consulté des dizaines, des centaines de témoignages de déportés. Des lettres, des mots griffonnés sur des chutes de papier. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit poème. Je ne l'ai lu qu'une seule fois et pourtant les derniers vers sont restés gravés dans ma mémoire. Presque à mon insu. J'arrive pas à les oublier. Il disait: je ne sais plus rien des larmes
Et pourtant, mon cœur n'a pas fondu. Je voudrais réapprendre à sourire, mais j'ai peur de la nuit. Parce qu'il existe encore des nuits. Moi qui croyais tellement aux hommes. Pourquoi dois-je encore en douter? Ces vers aussi, je te les lègue. Pardonne-moi, Paul. Je reprendrai bien un petit morceau de brioche. J'ai de l'appétit ce matin. Tant mieux, mon chéri. C'est plutôt bon signe, non? Mais c'est pas une raison pour ne pas prendre tes comprimés. C'est un vrai gamin. Et toi, Paul? Tu ne reprends pas un morceau? Non, non, je n'ai pas très faim. Tu n'as pas bien dormi? Si, ça va, tout va bien. C'est étrange quand même, cette façon, partir comme ça, si tôt, sans même prendre un petit déjeuner, sans dire au revoir. Avec quelque chose d'urgent à faire, ton ami? Vraisemblablement. Elle n'en a pas trop dit, en fait. Elle a dû retourner à ses recherches. Tu sais bien, l'année 42, papa avait 21 ans, faisait sa médecine à Paris. Tu te souviens, papa? C'est comme ça, la recherche. C'est une vraie drogue. Une obsession. De drôles d'énergumènes, les chercheurs. Ils ne peuvent pas s'empêcher de chercher encore et encore. Et parfois, même lorsqu'ils ont trouvé, ils continuent à chercher. Encore et encore. C'est bizarre. Non? Et Claire qui dort encore. C'est pourtant pas dans ses habitudes. Elle est plutôt matinale généralement.
Il est presque 10 heures. C'est vrai qu'en ce moment, je la trouve fatiguée. Parfois, je me fais du souci pour elle. J'espère qu'elle n'est pas malade, au moins. Mais non, ne t'inquiète pas. Elle se repose, voilà tout. Laisse-la tranquille. Papa, je voulais te demander. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Tu as quelque chose à nous dire? Tu as des soucis? Quelque chose ne va pas, mon chéri? Tu sais que tu peux compter sur nous si tu as besoin d'argent? Non, non, il ne s'agit pas d'argent. Je voulais juste savoir. Pourquoi papa choisir de devenir médecin? Je me suis toujours posé la question. Alors... À vrai dire, je ne sais pas. Cela s'est très tôt imposé à moi comme une évidence. Je ne me voyais pas faire autre chose. Je n'aurais pas pu travailler dans des bureaux, passer mes journées à écrire ou tamponner des papiers. Ça va. Je vais pas mourir tout de suite. Peut-être aussi, j'ai été médecin de famille. C'est pour me sentir utile. Pour aider. Pour être en contact avec les autres. Tu sais, Paul, j'aime les gens. Et ce métier permet d'aller à leur rencontre. Et toi, ton travail, il est si difficile que ça, ton collège? Tu sais, c'est un établissement comme beaucoup d'autres. Je crois que ça vient surtout de moi. J'ai besoin de repos. Et je vais prolonger mon séjour, je vais rester ici avec vous, à la maison. C'est une excellente idée, n'est-ce pas, Jean, que c'est une excellente idée? Ici, tu vas te ressourcer, te requinquer, te changer les idées. C'est vrai, tu es tout pâle. Tu verras, je vais bien prendre soin de mes 2 hommes. Claire va être surprise et ravie, j'en suis sûre. Si tu savais à quel point tu me fais plaisir. Voilà, je vais faire une petite promenade matinale. Je t'accompagne. Voyons, Jean, c'est pas sérieux. Tu sais bien ce que le docteur a dit. C'est pas le moment d'attraper un coup de froid, de faire une infection. Sois raisonnable. T'inquiète pas. Je vais juste respirer un peu d'air frais. Nous n'irons pas loin. Pas vrai, Paul? Nous resterons près de la maison. Je veux juste voir la Loire. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle me manque. Sa couleur, son bruit, ses lumières me manquent. Il paraît, elle est haute en ce moment. Ok. Va pour une petite balade au bord de la Loire. J'enfile un pull, je mets mes chaussures, je suis à toi. J'attends, fiston. Promets-moi, Jean, de ne pas aller trop loin. Et surtout de marcher lentement. Et ne tardez pas trop. Ça me fait quand même plaisir de vous voir ensemble. Comme réconciliés depuis le temps. Tu vois, je t'avais dit que ça arriverait. Qu'un jour, il comprendrait, qu'il se rapprocherait de nous, de toi. Ce qui doit arriver, arrive toujours.
Il suffit de savoir attendre. Il a mûri. Voilà tout. C'est comme un immense silence, comme un souffle en instance. L'univers s'est mis sur pause. Est-ce que je ressens quelque chose? Et toi là, seul, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Parle-moi, parle-moi. Suis-je le fils de la vie ou suis-je le fils de la mort? Le fils du vent des torrents ou de la pluie fine et du beau temps? Et moi là, seul, à contresens, à contresens. La chatte de plomb qui s'éloigne, et c'est la peur qui m'empoigne, la peur du volcan qui enfle. Je voudrais des mots de toi. Oh, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Il y a de la glace dans mon cœur, des cris, des pleurs, des douleurs. C'est la tempête dans ma tête. Comment assumer la tête? Et moi là, seul, la plaie ouverte, la plaie ouverte. Quelle est ta part d'inconnu, toi que je ne connais plus? Entre la haine et l'amour, à quel fleuve laisser son cours? Et toi là, seul, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Suis-je le fils d'un connu contre qui je me suis battu? Entre regret et remords, la vérité change les cœurs. Cet homme-là, seul, je le regarde, je le regarde, je le regarde. Allez, viens, ne prends pas froid. Allez, viens, ne prends pas froid. Couvre-toi bien. J'ai l'impression qu'il fait très froid ce matin.
présenter notre metteur en scène, Gérard. T'as vu le réglage? Ça, c'est du travail. Alors, ce soir, vous avez pu apprécier David. Ouais. Catherine dit Cathy. Franck dit Franck. Amandine dit l'enroué. Et Christine. À la régie ce soir, on accueille Elisabeth et Coralie. Et puis il y a deux rôles qui sont donc doublés en alternance chaque soir. Le rôle du père et le rôle de la fille. Et donc demain, notre dernière, ce sera Lulu, Lucien. Voilà, la bande-son, toute la bande-son est de mon fiston, et c'est que de la création originale. Il n'y a rien de piqué ailleurs, c'est vraiment adapté à la... Tu vas pouvoir prendre la parole, c'est la présidente, donc il faut toujours... mais... On a apprécié. Et Gérard nous expliquait que tout le montage musical c'était son fils, mais en fait la chanson que vous avez entendue à la fin c'est lui qui l'a écrite, qui en a composé la musique et qui l'a chantée. Donc,